Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, mesdames et messieurs, chers invités, je suis heureux de vous retrouver lors du deuxième jour du sommet de la connaissance 2025, où les organisations internationales se rencontrent pour partager les connaissances. Nous avons aussi des participants de tout le monde pour prendre part à des développements dans tous les domaines. Excellence, chers invités. Gentlemen, a very good morning to all of you, and welcome to the second day of the Knowledge Summit 2025, held under the theme Knowledge Markets Developing Sustainable Communities. It is a true pleasure to be here with you for the second day, opening the door to groundbreaking discussions and partnerships aimed at shaping the future of knowledge societies. Mesdames et messieurs, nous commençons par la séance avec le PNUD et la Fondation Mohamed Ben Rachid pour la connaissance, un partenariat pour promouvoir la connaissance au niveau mondial. Nous avons avec nous son Excellence Jamal Ben Ahwereb, PDG de la Fondation Mohamed Ben Rachid pour la connaissance, Dr Hani Turki, conseiller technique et directeur du projet de la connaissance au PNUD. La séance sera animée par Nova Ramou, la présentatrice à Dubai Media. Titled UNDP and MBRF Partnership, Advancing Knowledge in the Arab States region and beyond, focuses on UNDP and MBRF's 18-year alliance in building knowledge societies together. I now welcome our esteemed speakers for the session, His Excellency Jamal Ben Ahwereb, Chief Executive Officer, MBRF, and Dr. Hani Turki, Chief Technical Advisor and Knowledge Project Manager, UNDP. The session will be moderated by Nofar Ramoul, Senior TV Presenter, Dubai Media Incorporated. Let us welcome our participants to the stage. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette introduction dans cette journée à Dubaï avec un climat différent, donc avec le brouillard. Comme vous pouvez savoir, nous n'avons pas l'habitude d'avoir du brouillard à Dubaï. Donc encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce sommet sur la connaissance. Bienvenue dans cette séance. Le partenariat entre le PNUD et la Fondation Mohamed Ben Rachid pour la connaissance, comment promouvoir la connaissance dans la région arabe et ailleurs. Nous célébrons 10 ans de connaissance où le sommet est devenu une plateforme internationale qui place la connaissance au sein du développement. Nous parlons d'un partenariat stratégique avec le PNUD, un partenariat qui a permis de lancer un des outils les plus importants de mesure dans le monde, l'indice de connaissance, l'indice mondial de connaissance. Donc nous commençons par ce point. La connaissance est une infrastructure de l'économie et de la richesse nationale de toutes les économies. Les études démontrent que l'IA contribue 40% du PIB d'ici 2030. Et donc, il faudrait nous demander à quel point nous sommes prêts au point de vue de la connaissance. Donc, où est-ce que nous sommes sur la carte de la connaissance mondiale et comment changer le mouvement de la connaissance en production institutionnelle durable. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Jamal Ben Ahwereb, directeur de MBRF, et Dr Hani Turki, conseiller technique et directeur du programme de la connaissance au PNUD. Je commence avec Dr Jamal.
Vous célébrez cette année donc 10 ans sur le lancement du sommet de la connaissance. Ce parcours a connu de grands changements au cours de cette décennie. Outre les chiffres, Dr Jamal, quel est l'impact réel que le sommet essaye de renforcer chez les Arabes? Et Dr Jamal, le narrateur, va nous parler de 10 ans de ce parcours extraordinaire avec le sommet. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour cette introduction et je remercie le public d'être ici avec nous malgré le brouillard à l'extérieur. Donc la connaissance, en effet, est le plus important. Quand nous avons commencé avec le premier sommet de la connaissance, et franchement, je pourrais vous dire que dans le monde arabe, personne ne parlait de la connaissance dans le temps. Et la connaissance ne faisait pas partie de leur stratégie. Quand nous parlons de connaissance, on me dit culture. Je leur dis qu'il y a une différence entre la culture et la connaissance. Et j'ai beaucoup de preuves sur des gens que nous considérons comme des experts, qui ont beaucoup d'expérience, mais en parlant, ils mélangent la culture et la connaissance. À cause d'un nouveau terme qui a été lancé, qui est la culture de la connaissance. Et ils pensent que la culture de la connaissance est comme la culture de la littérature, la poésie, le cinéma, le théâtre. Et donc, je souffrais vraiment de ce problème parce que quand je vais en Occident et dans les pays développés, immédiatement, ils savent ce qu'est la culture, la connaissance et la culture de la connaissance. Et ils savent la différence entre les trois. Donc, c'était un problème. Et au fait, j'étais triste de voir que le monde arabe n'avait pas de vraies connaissances, n'avait pas une économie basée sur la connaissance, n'avait pas une mesure mondiale de la connaissance. On avait juste un rapport de connaissance, 2 éditions de ce rapport qui avait été publié en collaboration avec le PNUD. Et bien sûr, j'apprécie bien ces rapports, mais à eux seuls n'étaient pas suffisants pour développer la conscience et la compréhension arabe. Loin des émotions, de la tristesse et de l'exagération, la Grande-Bretagne a connu la pire crise économique pendant la pandémie. Et Ron est avec nous. Il est expert de qualité. Il avait une séance, un atelier hier. Le gouvernement britannique a contacté tous les experts de la connaissance en Grande-Bretagne pour leur demander de contribuer leurs connaissances. Le gouvernement britannique cherchait à développer l'économie de connaissances basée sur les données, les analyses, les innovations. Et le gouvernement britannique, en utilisant la connaissance, a pu sortir le pays de la crise et a pu attirer de grands investissements dans l'IA, l'innovation et la connaissance économique.
si les pays arabes feraient face éventuellement à une grande crise financière, sont capables d'avoir recours à leurs connaissances, à ces trésors pour en bénéficier et pour améliorer la situation dans leur propre pays pour revenir à la situation avant la crise. C'est très important. Quand nous avons commencé le sommet de la connaissance d'antan, personne ne parlait de la connaissance. مثل خيال. C'était dans l'imaginaire, mais au cours de ces années et grâce aux efforts du programme des connaissances mondiales et grâce à nos collègues au PNUD dans l'équipe de Dr Hani et aussi Dr Abdel Shafi et Dr Daldali qui étaient supposés être avec nous ce matin, mais malheureusement il a eu des problèmes de santé. Nous espérons qu'il va venir plus tard se joindre à nous. Donc je parle de quelque chose de très important et critique. Encore une fois, je me demande si n'importe quel pays arabe fait face à une crise, comment est-ce que ce pays pourrait sortir de cette crise? Quels sont ses atouts? Deuxièmement, on ne peut renforcer le concept de connaissance par le biais de publications ou d'indicateurs, d'indices que nous sommes en train de lancer. Nous avons besoin de traduire ces données et depuis 10 ans, nous parlons de plus de 1000 séances. Tout ceci devrait être traduit en réalité sur le terrain dans le monde arabe. Sinon, nous allons être vulnérables à toutes les grandes crises qui pourraient nous frapper. Donc, docteur Jamal, c'est un appel au monde arabe pour leur rappeler que ces indices et ces séances devraient être traduits dans des programmes et des plans pour voir comment nous pourrions améliorer la situation sur la base de ces indices. Docteur Hani, vous êtes au sommet depuis 10 ans, 8 ans de calcul de l'indice des connaissances et cette publication numérique que j'ai consultée est riche en résultats, moyens, indices pour que chaque pays sache où il se trouve dans plusieurs domaines. Donc, ce produit de votre travail depuis 9 ans, parlez-nous de ce parcours et comment est-ce que les pays peuvent lire et comprendre ces indices. Tout d'abord, bonjour. Merci, Madame Nofar, pour cette introduction. L'indicateur mondial de la connaissance a commencé avec l'idée de l'indicateur arabe de la connaissance que nous avions lancé en 2015-2016 parce que tous les indicateurs de connaissance mondiaux s'étaient arrêtés, surtout de la Banque mondiale qui s'était arrêtée en 2012. Donc, on avait un grand manque de données sur les connaissances. Donc, nous avons lancé l'indicateur arabe en 2017 et puis nous sommes au niveau arabe et nous sommes passés au niveau mondial. Nous sommes passés par 3 étapes. Tout d'abord, nous avons construit l'indicateur et c'était un parcours d'apprentissage pour les experts et les pays. Et quand nous avons commencé, nous avons consulté toutes les informations et tous les indicateurs, puis plus de 500 variables dans tous les secteurs au niveau mondial. Nous avons développé les théories et les concepts en 2017. 2021, après la pandémie, nous avons trouvé qu'il y avait un grand manque de données. Il y avait de nouvelles données. Donc, nous avons fait la première révision en 2021 de l'indicateur. À partir de 2021, l'indicateur a commencé à se positionner comme un indicateur mondial, plus en contact avec les organisations internationales, le centre de recherche de l'UE, qui commençait à réviser notre indicateur avec leurs remarques. On a pris ces remarques en considération pour développer la qualité de l'indicateur et maintenant l'indicateur est sur le site web de l'UE comme un des indicateurs adoptés par l'UE.
En 2024, nous avons commencé une deuxième révision et nous avons vu qu'il y avait plusieurs indicateurs et variables qui s'arrêtaient dans le monde et il y avait de nouvelles indicateurs, la révolution industrielle, les nouvelles données, l'IA, l'intelligence artificielle et l'impact sur les données. Donc, à partir de 2024, nous sommes en train de mettre à jour les données. Donc, nous avons commencé la révision de 2025. Cette révision a réduit les variables à 115 variables, puisque la méthodologie de l'indicateur n'est pas juste de classer les pays, mais d'essayer de donner un paysage complet aux pays pour apprendre des points forts des pays voisins et savoir où les pays en sont. Aussi, nous avons l'éducation technique et l'éducation traditionnelle, parce qu'il y a un très grand manque dans l'éducation technique au niveau mondial. Donc, on avait deux choix, soit éliminer complètement l'éducation technique, ce qui va donner un plus grand fossé dans les données, ou bien l'intégrer dans l'éducation traditionnelle. C'était un des secteurs les plus difficiles pour savoir comment intégrer les deux secteurs de l'éducation. Puis nous avons réfléchi aux environnements d'habilitation qui étaient nécessaires pour les secteurs qui ont un impact au secteur. Donc, nous avons changé ce secteur pour se concentrer sur l'environnement, la société et la gouvernance. Nous avons incorporé des indicateurs psychologiques, la transformation numérique, la durabilité. Toutes ces considérations ont été prises. Cet effort a été fait par une équipe de plus de 50 experts, dont 10 sont l'équipe يعني جميعهم ليهم centrale qui ont travaillé d'arrache-pied et donc nous les remercions. Et puis nous avons près de 5 experts en tant que conseillers qui revoient ce projet. C'est très important. Deuxièmement, pour la deuxième question, comment est-ce que les pays regardent et évaluent ces résultats? Est-ce que vous pouvez répondre à cette deuxième question, s'il vous plaît? Les pays doivent avoir ce rapport, non pas pour les classer, pour que ces pays soient heureux, qui sont classés au 20e ou 10e rang, par exemple, mais pour connaître les points forts et faibles et apprendre des réussites des autres. Et c'est un indicateur qui vous donne la direction. Et il n'y a pas d'indicateur qui est 100% précis. Donc, les pays doivent regarder cet indicateur et le comparer avec les données nationales et commencent à avoir leur propre évaluation et analyse interne pour améliorer la situation. Puis, les pays qui consultent cet indicateur, comme je l'ai dit hier, doivent se concentrer sur la recherche, le développement et l'innovation. Les résultats de ce secteur est très important. La moyenne est parmi les plus basse dans le monde et en 2017 et 2018, on avait mentionné que le monde, s'il faisait face à un problème, ne pourrait pas le surmonter à cause de la recherche et du développement. Après la pandémie, les priorités ont été revues, mais maintenant nous avons un problème, encore une fois, avec le secteur de la recherche et de l'innovation. Troisièmement, les pays arabes, et je me concentre sur les pays arabes, devraient voir leur classement, les points forts et faibles, mais aussi apprendre des réussites des autres pays arabes et pays étrangers qui ressemblent leur démographie, leur culture et d'autres caractéristiques pour avoir des résultats. Il est très difficile de généraliser les résultats sur tout le monde. Prenons l'exemple des Émirats. Les Émirats arabes unis sont de la même région, de la même culture, de la même langue que les autres pays de la région. N'importe quel pays pourrait suivre dans les pas des Émirats arabes unis. Comment est-ce que les Émirats sont arrivés à ce niveau, au 26e rang? En effet, et comme Hani l'a mentionné, les 30 premiers rangs ont des différences minimes. Mais en tant qu'Arabe, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, n'importe quel pays arabe
j'ai les Émirats arabes unis et les portes des Émirats sont ouvertes pour tout le monde pour qu'ils apprennent de ces expériences. Si les Émirats sont arrivés à ce niveau pour être au-devant de beaucoup d'indicateurs, ça signifie que n'importe quel pays arabe pourrait suivre dans les pas des Émirats. Les données sont disponibles, les informations sont disponibles et n'importe quel pays qui voudrait des informations, des consultations, le projet des connaissances mondiales, Mohamed Ben Rachid, Fondation Mohamed Ben Rachid est prêt à partager ces informations ouvertement. Donc, c'est une opportunité pour les pays arabes, pour tous les pays arabes, pour suivre le modèle des Émirats. J'ai entendu Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum qui l'a répété et je suis d'accord avec Son Altesse. Il répète que tout le monde arabe soit au mieux et continuellement il appelle à reprendre la civilisation. Ça veut dire que les Arabes reviennent à leur position d'antan. Donc, c'est un appel de Son Altesse qui avait été lancé en 2015 et continue jusqu'à maintenant dans plusieurs domaines, même l'espace avec la mission sur Mars. Et il avait demandé aux jeunes arabes de contribuer à l'appellation les sports et c'était sur Twitter. La personne qui était chargée du programme spatial. Donc, je lui ai demandé si c'est vrai. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, est-ce que c'est vrai, vous allez arriver sur Mars? Il a dit, oui, c'est vrai. Et grâce aux mains émiriennes, les années sont passées. Et puis, Newsweek ou The Time a publié un article sur qui se fait la concurrence pour arriver sur Mars avant l'arrivée de notre mission et l'article considérait que selon les informations, 3 pays pourraient arriver de grandes puissances et un petit pays. Et j'ai toujours une copie de cet article, donc la Chine, les États-Unis et les Émirats. Et donc, j'ai posé la question. Si c'est vrai, il a dit oui, c'est vrai, parce que avec la persévérance et l'espoir, on peut arriver au plus haut niveau. Et chaque pays arabe pourrait arriver sur Mars, et non seulement les Émirats. Ils ont besoin d'espoir et de persévérance. Donc, cette mission est arrivée sur Mars après la pandémie, la crise la plus difficile dans le monde. Et il y a beaucoup de ces articles, beaucoup de pays qui étaient sceptiques sur l'arrivée de cette mission sur Mars. Donc, beaucoup de pays avaient leurs doutes. Je reste avec vous, Dr Jamal, pour vous demander sur le partenariat avec le PNUD. L'essentiel était le projet de connaissance. Comment ce partenariat, lors de cette décennie, a renforcé la crédibilité et le positionnement de l'indicateur de la connaissance. Nous avons aidé le PNUD et le PNUD nous a aidés. Et nous sommes passés par des moments difficiles et de très bons moments. Par exemple, parmi les défis, l'indicateur était un rapport de connaissances et je leur ai dit qu'il faut passer à l'indicateur arabe pour la connaissance et je n'ai pas partagé mon intention. Lors de la première année, nous avons lancé l'indicateur arabe de la connaissance, puis la deuxième année, on avait le deuxième indicateur et puis j'ai dit au PNUD, à Hani et son équipe que maintenant il faudrait passer à l'indicateur international de la connaissance. Ils étaient surpris. Et j'ai vu qu'ils avaient peur.
Et je sais pourquoi. Ce sont des organisations internationales et essayer de qualifier le monde de cette façon signifie que vous entrez dans un domaine inconnu sans savoir votre direction. Il y avait beaucoup de difficultés qui les empêchaient de s'aventurer et j'apprécie leurs raisons, mais j'insistais jusqu'à ce qu'ils acceptent et maintenant le projet de la connaissance est une partie intégrale de la Fondation Mohamed Ben Rachid et des Nations Unies. Et je voudrais féliciter Hani, s'il vous plaît, applaudissez Hani parce qu'il a travaillé et a fait tout son possible malgré son hésitation au début. Aussi, les collaborations avec les organisations internationales et surtout, je donne un conseil pour le monde arabe surtout. Il n'est pas facile de collaborer avec les organisations internationales. On a des secrétaires généraux qui changent, des directeurs qui changent, les priorités changent, les situations, circonstances changent. Donc, les responsables qui travaillent avec les organisations internationales doivent être conscients de ce qui se passe et très diplomate parce que vous collaborez avec une personne, mais en même temps, il faudrait connaître tout ce qui se passe en coulisses dans ces organisations internationales qui pourraient ne pas être connues par ceux qui collaborent avec ces organisations. Depuis le début, je voulais m'assurer qu'on avait le plus haut niveau de crédibilité et ils étaient à la hauteur de ce défi. Ils ont parlé avec ils ont travaillé avec persévérance. Le PNUD est une organisation crédible, ancienne, qui travaille avec beaucoup d'intégrité pour le bénéfice de l'humanité, non pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde entier. J'aurais aimé avoir Dardari avec nous. Et Khaled Abdeshafi, que Dieu ait son âme, que son âme soit en paix, était quelqu'un d'extraordinaire. Et je me rappelle qu'il était à nos côtés. Que son âme soit en paix. On était et on était ensemble toutes les années. Donc, Dr Hani, on ressent la réussite de ce partenariat. دكتور Et c'est pour cela Dr Hani est là. قلتها Depuis le début de cette séance, vous avez parlé avec Dr Jamal des données. On a l'impression que c'est le plus grand défi. لم نتوصل À chaque fois, on en parlait. Vous me disiez qu'on n'avait pas les données de ce pays ou ce pays et vous n'avez pas reçu parfois les données des pays. Parfois, vous aviez des données d'un pays dans un indicateur, mais pas dans l'autre. Et un autre point sur les données, les pays vous donnent leurs données, leurs informations, mais ne savent pas que ces données ont des erreurs et donc affectent le résultat des indicateurs. Comment est-ce que vous gérez ce problème de données malgré que les données soient la base la plus importante de l'indicateur? مؤشرات في العالم هي Bien sûr, comme n'importe quel indice, il se base sur l'intégrité des informations et aussi comment on peut l'associer avec les renseignements. Donc, on a plus de 115 indices. Et l'exactitude que nous cherchons est à 100%. Et si jamais il y a une variation dans l'exactitude, ça va un peu discréditer toutes les données. Et donc, il faut prendre en considération toutes les variations et toutes les autres variables. Il faut aussi assurer le suivi de le changement des
des renseignements au niveau des pays, n'importe quel changement, n'importe quelle vulnérabilité ou n'importe quel échec dans la collection et l'analyse des renseignements, ça peut être aussi associé à des fautes humaines, mais c'est quand on parle de 30 000 de points data, donc ça va avoir beaucoup d'impact. Donc l'intégrité des informations est à la base de toutes ces informations. C'est pour cela cette analyse ou cette collection se fait à base de sources d'informations, de données crédibles et mondiaux. Après avoir examiné cette data ou ces informations, on les vérifie, on essaye de déterminer tous les points faibles, s'il y a des fausses data. Donc, et si jamais on commence à communiquer avec ces pays pour s'assurer que ces informations sont toutes correctes et exactes. Tout ce processus se fait avant l'analyse. Une fois on s'est assuré de l'exactitude de ces données. On ne peut pas faire de recul sur ces informations. On commence la procédure d'analyse. Donc, l'analyse vient après l'examen et l'analyse et la vérification. Donc, si jamais on trouve des obstacles ou des problèmes, on trouve que aussi il y a des organisations qui manquent ou qui n'ont pas comptabilisé toutes les informations. C'est pour cela, nous comme une entité qui collecte les informations, on conserve tous même les liens électroniques pour vérifier, pour pouvoir communiquer avec les pays ou les parties prenantes. Il y a des pays qui communiquent avec les entités qui fournissent ces informations et demandent que toutes ces informations qui sont à leur disposition, qu'ils soient annulés ou qu'ils ne les passent pas à l'association qui travaille sur la qualité. Donc, et ils ne connaissent pas ces pays, comment communiquer et comment travailler avec les organisations internationales. Et en fin de compte, on trouve les informations. Donc, elles manquent. Donc, après avoir vérifié, on trouve qu'il y a des autorités officielles qui demandent à ces organisations internationales d'annuler ces informations. Est-ce que ça s'est passé parmi les pays arabes? Oui, ça s'est passé. Il y a des pays où il y a un cas d'un pays où on a cherché qui a donné l'ordre d'annuler les informations ou de les annuler. Donc, on n'a pas trouvé qui était cette personnalité ou ce fonctionnaire. Donc, tous ces obstacle un peu met en retard la collecte des renseignements et des informations. L'UNESCO d'ordinaire, elle met à jour ces informations à la moitié du mois de septembre. Donc il faut attendre de septembre pour avoir les renseignements de l'UNESCO, alors que le sommet du savoir ou de la connaissance se fait en octobre ou début novembre. Donc il faut attendre un peu l'annonce des renseignements de l'UNESCO et d'autres aussi organisations pour pouvoir vérifier ces informations. Alors qu'il y a aussi des organisations ou des pays qui envoient les annonces sans vérification, sans les avoir ou sans justification même. Donc, et ça un peu et se base sur ces informations. Il y a comme par exemple, je parle sur le bullying. Il y a si jamais il y a un pays où le pourcentage de bullying est de 5 à 6% seulement, on trouve que dans les documents issus ou annoncés par les organisations, dans notre indice qui les met qui évalue la bullying à 70%, et ça requiert que nous communiquons de nouveau avec les pays pour vérifier ces moyennes ou ces taux. Donc, on trouve aussi des taux comme pour le bullying qui peut-être aussi a des répercussions sur un autre indice. Donc, chaque variation ou chaque changement comme pour l'obésité ou le bullying, tous ces indices ont aussi des répercussions sur la santé mentale, aussi le cycle d'éducation de n'importe quel pays. Donc, c'est
cette variation est de base à 2%, mais si il a 20 ou 60%, ça va causer que la rente du pays, ça va diminuer et le classement deviendra ne va pas être donc correct. Un peu ces cas où on se trouve d'ordinaire dans les pays arabes. Si vous voyez que les pays arabes, le classement des pays arabes sur le niveau mondial diminue avec les années, c'est dû à ces problèmes. Donc, mais parfois on cherche à trouver qui est la personne responsable à mettre à jour ces données. Donc, après avoir ce diagnostic de la situation au monde arabe, surtout dans les matières en termes des données qui sont erronées ou qui sont anormales. Donc, comment pouvoir rendre ces pays arabes conscients de l'importance? Est-ce qu'il y a des circulaires ou des recommandations de l'association et qu'elle peut être sous forme de recommandations scientifiques. Cet événement, ce sommet est le plus important sommet au monde. Il n'y a pas d'autres ou des sommets pareils qui est dédié au savoir. Tous les pays arabes qui devraient être participants à cet sommet qui est sans charge, donc aux frais. Donc, pour prendre conscience de cet indice et aussi de se sensibiliser et de se mettre à jour sur ce qui est tout le dialogue qui se fait à travers le monde sur le savoir, et aussi de se rendre conscient de cet indice qui mesure l'impact du savoir ou l'effet du savoir dans 195 pays, et cet indice est un cadeau à tous les pays du monde, donc qui a l'obligation de bénéficier de cet indice. En premier lieu, ce sont les pays arabes, et il y a bien des ministres arabes qui se sont rendus et qui ont participé. Il y a d'autres aussi, des associations nationales arabes, et on les a rendu visite nous-mêmes. Donc, quand on se rend en Égypte, c'est pas pour faire un tour pour du tourisme. Je me rends avec le docteur Hani aussi pour le sensibiliser sur les derniers renseignements, sur les indices. Je ne peux pas. L'Égypte, c'est un exemple, et ça s'applique aussi pour les autres arabes. Et notre but est à ce que tous les pays arabes s'élèvent dans le rang du classement mondial dans ce domaine. Et aussi, voyons, le Singapour, est-ce qu'il est meilleur que les pays arabes? Singapour a le classement, la deuxième en classement d'indice du savoir. Les pays arabes ont leurs experts, les spécialistes, leur savoir, et ils n'ont aucune entrave ou ils n'ont aucune justification pour ne pas avancer et nous voulons que ces pays arrivent à un classement ou à une conscience de prendre le savoir et les connaissances comme une méthodologie de travail. Et chaque fois qu'un ministre prend sa responsabilité dans son ministère, et un autre qui quitte le ministère, ça change avec le changement des ministres. Donc, et avec chaque changement, bien sûr, les changements, les renseignements et les dates varient continuellement. Et je sais qu'il y a un ministre qui envoie des renseignements erronés, et ça se répercute négativement sur le classement de son pays. Donc, est-ce que l'accès des pays à cet indice est-il facile? Tu n'es pas défendu, donc je ne peux pas se défendre. Il y a bien du temps pour faire cela. Donc,
Égypte, par exemple, comme Dr Gamal a mentionné, on s'est rendu, on a rencontré le ministre, on a rencontré aussi le vice, aussi on a l'honneur d'avoir parmi nous aussi l'associé ministre ou l'adjoint ministre qui est ici. Donc, quand on parle du manque et des anomalies qui existent dans les enseignements, quand on parle de l'écart des données, ça résiste, ça demeure comme un problème. Et les Égyptiens ont parlé, ont travaillé, ont surmonté cet écart. Et il y a bien un progrès dans ce sens, mais il demeure un problème qui est que l'écart était immense et très grand. Et en matière de l'indice général, ils se sont progressés pour 4 à 5 rangs. Donc, ce sujet, quand la culture ou la prise en conscience des données, quand elle progresse, les résultats deviennent meilleurs. Mais c'est ce qui manque au niveau de moyen arabe. Dans le passé, il y avait des problèmes qui sont suggérés dans les rapports. Maintenant, les pays arabes commencent à fournir des renseignements et des data, mais il y a toujours des manques. Donc, il faut travailler avec ces pays pour que ça se ratifie. Et c'est pour cela qu'on a adopté une méthodologie bien structurée à ce que les manques en data peut être compensés par d'autres renseignements, mais ça se répercute négativement toujours. Mais maintenant, on voit qu'il y a bien des pays qui se sont rendus conscients que ce manque doit être adressé, ce manque. Donc, ce qu'ils font dorénavant, c'est qu'ils communiquent davantage et qu'ils s'assurent et ils aussi apprennent des leçons à travers les plateformes mondiaux qui sont à leur disposition. Donc, ma question est le projet de la connaissance, mais pas pour le moment. Avant de vous demander sur cela, je vais vous demander des questions sur les Émirats arabes unis, qui est la première en classement parmi les pays arabes, et elle est toujours parmi les 30 premiers pays au niveau de cet indice. Comment les Émirats ont réussi à devenir l'une des premières des pays en matière du savoir et des connaissances? C'est le fruit des efforts immenses déployés par le leadership aux Émirats unis, et aussi l'échec, que Dieu les garde, aussi le président de l'État et aussi de son vice-présidence, le Premier ministre et aussi le gouvernement en général. Donc, et aussi le niveau des secteurs des ministères et aussi le secteur public et privé, tous œuvrent ensemble pour que le classement des Émirats soit toujours et demeure toujours élevé. Si jamais le classement c'est s'élève, et c'est grâce à la fortification et le renforcement des secteurs de l'éducation et des sanitaires et les autres secteurs, et tout cela va engendrer ce que les Émirats soient classés dans des rangs élevés. Par exemple, Dubaï est une ville désertique, comme vous le connaissez tous, et même avec mais elle existe au cœur du désert, au cœur de la péninsule arabique. Donc, l'indice des villes luxueuses, les plus luxueuses, les villes les plus luxueuses au monde, la première est de Dubaï. La 20e ville est Londres. Londres qui a une longue histoire et qu'on aime tous et on se rend en été. Elle est classée 20e sur l'indice. C'est grâce aux efforts de qui? C'est grâce aux efforts
d'un cheikh ou d'un cheikh de Dubaï qui déploie tous les efforts et qui ne connaît pas l'impossible et ne reconnaît pas l'impossible que l'impossible existe. Donc, toutes ces réunions qui sont tenues à Abu Dhabi aussi et les majalis étaient entre les entités publiques et les ministères et tous ont fourni des projets dans ce sens. Et à la fin de cette année, quand des indices seront annoncés, l'indice, le classement ou le rang des Émirats arabes unis est toujours avant-gardiste en matière des indices et des projets qui sont annoncés. Maintenant, Qatar est en avant-garde aussi, et l'Arabie saoudite qui est classée première aussi, qui est compétent, qui est en concurrence à occuper les premiers rangs. Donc, mais si jamais on croise les bras et on dit que le moment n'est pas opportun, ça ne se passe pas. Il faut déployer les efforts et pour aboutir à tout cela. Exemple, les Émirats arabes unis est un rôle modèle avec un âge de 50 ans seulement. Elle est devenue en 50 ans un rôle modèle pour les pays avancés. Ron, cet indice qui a été annoncé il y a quelques jours, ça a fait que Londres est classé 20e alors que Dubaï est classé la première. Cet indice est crédible et jouit d'une crédibilité très grande. Dr Handy, vous avez aussi une académie pour les compétences du futur. Et est-ce que ça vient une réaction à ce besoin? Et comment vous associez les résultats de cet indice dans la conception des programmes de l'avenir? Et parlez-nous aussi de l'écart en matière de compétences que vous avez remarqué à travers cet indice. L'Académie présente les plus récentes initiatives qu'on a lancées et je les décris comme étant les meilleures puisque ça touche à tous les citoyens arabes et a des effets sur leur vie et sur les vies de leur famille. Donc, quand on parle des compétences et du futur, quand on a annoncé, on a marqué l'année 2018 comme étant l'année de la connaissance et on a utilisé avec la PwC, on a utilisé l'approche de la Big Data et l'intelligence artificielle, l'analyse par l'analyse artificielle. On a mesuré les compétences comme étant l'un des critères de l'indice et on a trouvé un grand écart depuis 2014. Et après avoir identifié cet écart, on a pu la mesurer. Je vais même parler de 4 ans d'avance précédent. Donc, c'est en 2010, on a fait un testing des compétences dans 5 pays arabes, des compétences des étudiants. On a trouvé un grand écart dans les compétences cognitives pour les étudiants arabes et on a fait un deuxième testing pour les étudiants universitaires. Et puisque le citoyen est au cœur de cet indice, on a trouvé que la conclusion était que le citoyen arabe ou l'étudiant arabe ne pourrait s'adapter avec les conséquences ou les besoins de cet indice. Donc, on a commencé à faire des contrats, à signer des contrats avec des compagnies comme Coursera qui peut nous fournir comme ces types de cours de formation. On a aussi vérifié, on a essayé quels sont les besoins et le futur aussi l'avenir des marchés arabes. On n'a pas donné l'accès pour les étudiants d'avoir accès à n'importe quel renseignement puisque les datas ne sont faibles. Il y a bien des anomalies dans ces datas. Donc, et ça va, si jamais on donne l'accès aux étudiants à ces types, donc ça sera ôté comme une perte d'argent ou de temps. Donc,
signé des contrats avec des consultants et des sociétés mondiaux qui fournissent ce type de formation. Et on connaît toujours on connaît qu'aux pays arabes, nous sommes très intéressés, on donne beaucoup d'importance aux certificats, aux diplômes. Donc, à la fin de cette formation, les étudiants reçoivent des certificats par le biais de ces organisations ou de formations. Et on aurait en même temps mis à sa disposition ces compétences de formation. Et on a réussi à organiser plus de 130 000 cours et plus de 100 000 étudiants, et il y a plus de 100 056 000 heures d'études et plus de 3 000 tests ont été faits, et il y a bien des étudiants qui ont trouvé ont été embauchés et ont trouvé des métiers, donc, alors que d'autres, ils ont même reçu des scholarships des universités mondiaux. Donc, de ce fait, on a pu... il y a aussi une fille émiratie qui avait 12 ans. Non, elle avait 10 ans, qui a établi une académie électronique une académie pour enseigner pour les enfants l'intelligence artificielle. Donc, on a trouvé cette fille. On a aussi pris la permission pour aller d'elle, et elle a établi une académie pour les enfants. Et cette académie elle existe toujours, et on la salue. Je n'ai jamais imaginé que cette nouvelle génération soit si créative. Donc, l'importance de cette académie qui a été établie en 2010, donc qui a commencé à faire les listings et les vérifications depuis 2010. Donc, l'académie n'est pas une sorte seulement une source de formation, mais c'est un écosystème qui assure le suivi, qui fait de la formation, même après son parcours d'études et d'éducation, pour pouvoir aussi vérifier et apprendre des leçons du parcours des étudiants, et puisque nous considérons que l'éducation et la formation, c'est à vie. En matière de l'établissement de cette conception, c'était une précédente en matière de comment adresser les écarts, et aussi en matière de l'économie du savoir. J'ai deux comptes. Un compte de l'intelligence artificielle qui sait où je suis et qu'est-ce que je fais. Et je ne suis pas souscrit à ce compte, mais j'ai ouvert un compte où je lui ai demandé une question générale. Quel est le meilleur projet de connaissance qui peut me mesurer de façon régulière et qui peut lancer ou générer des initiatives de savoir ou de connaissance? Et la réponse est: il n'y a pas un seul projet qui est le meilleur en absolu, mais il y a d'autres initiatives et plusieurs initiatives mondiales qui sont importantes et qui mesurent le savoir et qui lancent et qui génèrent des initiatives. Et je vais vous mentionner quelques-unes des plus importantes, et je vais vous donner une explication ou la description de que je considère comme étant le meilleur projet moderne en matière de savoir. Le premier projet, et je vais entendre votre applaudissement. Le premier projet et le plus important est le savoir pour tous, ou la connaissance pour tous. C'était une initiative en coopération avec la fondation de Mohamed Ben Rachid pour le savoir, aussi la PNUD. Donc, la PNUD inclut aussi l'indice mondial qui mesure les résultats des pays en matière de l'innovation et du développement et de la recherche. Et cet indice a été élargi pour inclure 195, et l'une des initiatives de ce projet est la partenariat stratégique pour améliorer l'éducation et la créativité, comme les partenariats avec
avec l'UNESCO, par exemple, le Dr Salim El Malik, qui nous donne l'honneur par sa présence aujourd'hui. Et depuis, il m'a mentionné 2, 3 à 4, 5 projets à travers le monde. Et puis, il a dit, il a décrit que le meilleur et le plus important actuellement. Il a dit que parmi ces projets, le projet de la connaissance pour tous, avec l'indice mondial pour le savoir, est le plus distinct, et le meilleur, qui a un effet inclusif et multidimensionnel, et qui est destiné ou dédié aux priseurs des décisions, et qui a une envergure mondiale. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de demander, et je crois qu'il n'y a aucune discrimination, puisqu'il ne connaît pas qui lui a demandé cette question. Donc, j'utilise un compte qui est en domaine public pour lui poser ces questions, et pour ne pas me demander de souscrire pour qu'il réponde à ma question. Donc, ce projet qui a été reconnu par la machine, l'intelligence artificielle qui ne connaît pas les émotions, ni les préjugements, ni qui est absolument vide de tout sentiment ou émotion humaine, mais qui se base seulement sur des données scientifiques, qui a mesuré ou qui a évalué et a décrit ce projet comme étant le plus important, puisqu'il est le fruit de la persévérance et aussi de la vision inédite, et jusqu'à présent on a pu réaliser un certain pourcentage, et c'est grâce au soutien de notre leadership, et sans ce sommet on n'aurait pas pu réaliser, on n'a pas pu avancer jusqu'à maintenant, puisque c'est la plateforme du lancement d'une nouvelle initiative, et ça a été le plateforme pour le lancement de plusieurs initiatives, et ça est devenu comme étant un carrefour pour des idées, pour les pays à se réunir, et aussi pour entrer et prendre part dans ce projet qui se base sur les rapports du savoir, les indices de la connaissance, les rapports de la prédiction de l'avenir, et bien d'autres des dialogues et des semaines de la connaissance et de la sommet de la connaissance. Donc, et maintenant, il y a aussi l'Académie des compétences pour l'avenir. Et après son ouverture ou son inauguration, durant quelques heures, on a enregistré l'attention. Il y a plus de 140 applications qui ont été soumises pour envoyer à l'Académie pour se souscrire, et donc c'est un peu, elle est ouverte pour nous, pas seulement pour le monde arabe, mais pour le monde entier. Donc ce projet de la savoir n'est pas le projet des Émirats ou de Dubaï seulement, mais le projet de tous les Arabes. C'est un grand honneur aussi de vous voir si réussi dans ce domaine. Dr Hani, selon votre expérience, après 9 années de travail sur cet indice, quel est un peu mais qu'est-ce qui vous a attiré l'attention durant quelle est la meilleure réalisation qui s'est passée, ou le meilleur accomplissement qui s'est passé durant ces 9 années? La Finlande, quand cet indice mondial a été lancé, en Finlande, ils avaient un problème d'association entre les résultats dans l'éducation et l'indice, et quand on a fait visite en Finlande, on s'est rendu là-bas, on a dialogué avec eux, et on dit que, ils nous ont révélé qu'ils ont un problème entre comment lier entre l'étudiant et l'école,
Et donc, ils ont changé un peu de perspective après cette visite et ils ont décidé de mettre plus, de concentrer les efforts à comment lier les étudiants avec la communauté, avec l'environnement. Donc, ces pays est un modèle en matière de la flexibilité et de la résilience. Et je crois et j'invite les pays aussi à prendre la Finlande comme étant un exemple dont ils peuvent prendre des sources comme une source d'inspiration en cette matière. Quel est l'avenir de les savoir dans le monde arabe et dans le monde aussi en 2030, 35. En résumé, l'économie de la connaissance, c'est une obligation pour tous les pays arabes de les mettre et de concentrer les efforts, de lui accorder toute l'attention méritée, puisque l'avenir sera basé sur le marché et sur l'économie du savoir. On a fini avec le renforcement. On a déjà parlé de la quatrième révolution industrielle et aussi le renforcement des nouvelles générations. Maintenant, on parle de plusieurs choses, mais il faut parler de ce qui est utile à ces pays et qui les élève dans le classement parmi parmi les pays. Donc, le développement et le classement des pays se fait de cette sorte. C'est pour cela que nous, dans ce sommet et à travers dans les années à venir, et aussi on va se concentrer totalement sur l'économie du savoir. À clôturer. Docteur Damad a déjà mentionné tout, mais pour conclure, je voudrais remercier vraiment la Fondation Mohammed Ben Rachid et l'équipe, Madame Iman et l'équipe qui nous ont donné cette plateforme de l'indice aussi pour la coopération, la mentalité partagée et d'avoir mis à notre disposition tous les éléments de réussite. Je remercie aussi tous les experts qui ont travaillé beaucoup donc d'arrache-pied. Sans eux, l'indice n'aurait pas été lancé. Troisièmement, je remercie l'équipe de la PNUD, du PNUD, sans la collaboration de l'administration, Dr Abdallah Dardari et Lina qui est avec nous aujourd'hui. Sans eux, on n'aurait pas pu réussir et ils nous aidaient à lancer cet indice et puis le projet de connaissance du PNUD. Ils ont tous travaillé beaucoup pour lancer cet indice. Ils ont travaillé pendant 2 mois